Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Eh bien, nous sommes mardi aujourd'hui et vous savez, le mardi, il a démarré avec un temps très morose, hein? Un temps qui fait qu'on est encore ensommeillé, on est encore dedans, on se sent dans nos draps, sur notre lit et tout, dans nos chambres. Ben non, il faut se réveiller parce que voilà, le matin, on se lève avec beaucoup de force, beaucoup de vivacité, beaucoup de... Hein, beaucoup de, on va dire quoi, beaucoup de vitamines, hein, parce qu'on a envie d'avoir une journée assez exceptionnelle et assez importante. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous proposer? Alors, on aura l'intégrale de la revue. Si j'ai bien appris mon cours, voilà l'intégrale de la revue. On aura la rubrique environnement aujourd'hui parce que nous sommes mardi. Sandrine Adon, docteur Sandrine Adon est avec nous aujourd'hui. On vous permettra d'aller encore sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et sans oublier que nous allons vous permettre aujourd'hui, comme tous les mardis, une belle incursion dans un marché, dans nos marchés. Qu'est-ce que nous avons dans nos marchés? Ce sont nos produits vivriers, des produits que nous consommons au quotidien, mais sans oublier que nous aimons aussi, avant tout, avoir le prix de nos denrées alimentaires. Forcément, nous allons vous permettre d'avoir encore cela aujourd'hui en compagnie de Cécile Uyema, qui est aujourd'hui dans un autre marché et que nous allons voir dans quelques instants. Merci de vous installer, bien sûr, sur RTI 1 pour votre matinale, cette émission qui bousille votre sommeil, hein, mais que vous aimez quand même. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de nous suivre le matin, eh bien, rediffusion le soir tranquillement. Sinon, sur YouTube, vous pouvez nous avoir et pourquoi pas sur RTI Play en tout temps et en tout lieu. Allez, au marché pour démarrer en compagnie de Cécile Uyema et Touré Daïri. Ici, ce sont les femmes qui font battre le cœur du commerce. Et ça ne dort presque pas. En ce mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, on a décidé de venir écouter celles qui se lèvent de bonne heure, qui négocient, qui vendent, qui gèrent la maison. Bref, les vraies guerrières du quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au marché de Yopougon Siporex. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment ça va maman? Ça va très bien. À la grâce de Dieu. Super. Ici au marché là, tes droits sont respectés. Mes droits sont respectés. Ah bon? Comme dit un peu, on veut savoir comment. Ah, moi je suis une vieille femme. Je vends. Donc il y a beaucoup qui me félicitent. D'autres disent t'es vieille, tu ne restes pas à la maison. Mais par contre, d'autres me donnent le courage. Et je suis fière de ça. On applaudit pour notre maman. Vous qui nous suivez là, vraiment un bon pour notre maman. Tu vends quoi? Sel de mer. Sel de mer. Et tu fais à combien maman? Je fais 500, 200, 100 francs pour que tout le monde puisse acheter. Je vais prendre ta bassine, je vais la mettre sur la tête et je vais aller vendre pour toi. Donc tu es juste à côté de moi et puis je vends pour toi. Elle est prête. Je vais... Voilà. Maman, tu as dit combien? 200, 500, 100 francs. D'accord. Je vais me mettre là. Il y a celle de mer. Celle de mer. Venez, 100 francs, 200. Celle de mer, celle de mer. Maman, il y a celle de mer. Maman, il y a celle de mer. Ok. Bonjour maman. Bonjour maman. Voilà, il n'y a rien de grave. Non, celle de mer. On a aussi maman. Mais prenez un, vous allez m'encourager. Pardonnez, vous allez m'encourager.
Bonjour ma maman, il y a celle de mai. 100 fois 200. Voilà. C'est très bon, hein? Ça, c'est très bon. Quand je parle avec, ça meuble les mauvaises choses. C'est très, très bon. Maman, c'est pour 100 francs là qui est. C'est 100 francs là qui est là. Voilà. Merci, hein? Donc, maman, merci. Bonjour. Est-ce que les hommes du marché là respectent vos droits? Les hommes du marché respectent nos droits. Quand ils viennent encaisser l'argent, si on les a dit non, allez-y pour revenir après, ils vont pour revenir après et puis on les donne l'argent. Maintenant, si nous, on a vu qu'aujourd'hui le marché, c'est pas trop ça, on les dit non, tu as vu aujourd'hui, ça n'a pas marché, tu peux laisser demain, tu vas quand on arrive, ils acceptent. S'ils veulent essayer demain, non, comme on a dit non, tu sais que tu travailles avec les femmes. Donc si on te dit aujourd'hui, ça ne va pas, donc il faut prendre ça comme ça, donc il faut laisser demain. Et puis, ils acceptent. Alors, si tu pouvais dire quelque chose à des hommes, qu'est-ce que tu dirais? J'aimerais que les garçons aussi, les hommes là, ils n'ont qu'à comprendre aussi les femmes. Lorsque tu sais que ta femme, elle se débrouille dans un combien d'un marché, si elle te dit, ah monsieur, tu vois aujourd'hui ça ne va pas, complète-moi avec 10 000 ou 20 000 pour pouvoir prendre ma marchandise. Il faudrait que les hommes n'ont qu'à nous comprendre quoi, ils n'ont qu'à nous compléter. Allez, le chat, je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais, ça va être trop facile. Voilà, là comme ça peut aller. Alors maman, comment ça va ici au marché? Ça va, à la grâce de Dieu, ça va. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a manqué de respect parce que tu es une femme? Bon, c'est possible. Mais quant à moi, quand je regarde ma vie, moi c'est ce que je dis toujours. C'est quand tu t'abaisses que tu vois derrière toi. Donc ça fait que j'arrive à éviter beaucoup de choses. Il y a des trucs que je sais qu'il doit répondre. Et j'évite pour ne pas répondre même. Et moi-même, il y a déjà des problèmes. Ça veut dire qu'on t'a déjà manqué de respect. Mais à quoi bon de répondre à ça? Parce que déjà, il me cherche. Il veut que mes enfants entendent ça. Alors maman, c'est très bien, tu parles des enfants, tes enfants t'aident, tout et tout. Mais est-ce que monsieur ton mari t'aide à la maison? Dans les tâches ménagères, il peut dire qu'il l'aide. Pourquoi? Même pas les assiettes, mais avec les enfants. Quand il prend le temps au marché, il dit, et puis il va arriver, il peut laver les enfants, nettoyer dans la maison. Donc, c'est comme s'il m'aide. Il fait déjà beaucoup. Il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait. Est-ce que quand tu parles, tu sens qu'on t'écoute? Oui. Comment? Il sent qu'on m'écoute. Déjà, quand il ne pas de bonne humeur, le mari le sait. Quand il tourne, après il vient vers moi et me dit, ah maman, tu as quoi? Il ne te connaît pas comme ça. Quand tu sais mieux, ça ne me plaît pas. Bien vrai qu'on arrive, mais si on se comprend, c'est mieux que tout. Donc, il voit que c'est que ma parole aussi compte. Voici les prix affichés au marché de Yopougon Siporex. L'oignon violet à partir de 500 francs CFA, la tomate fraîche à partir de 500 francs CFA, le piment frais à partir de 500 francs CFA, le gombo frais à partir de 500 francs CFA, l'aubergine à partir de 500 francs CFA également. Au marché de Yopougon, ces femmes ne demandent pas des privilèges, elles demandent le respect. Parce que oui, elles aussi ont des droits. En ce mois de mars, leur voix compte et elle doit être entendue. C'était au marché. Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Et donc voilà, merci à Cécile Huemin, voilà, qui a joué les commerçantes aujourd'hui avec cette rubrique au marché. C'était au marché de Yopougon Siporex. On salue tous ces commerçants, toutes ces commerçantes qui se lèvent très tôt le matin. Moi, j'étais un jour impressionné de voir qu'à 3h, 4h du matin, il y avait déjà des femmes au marché Gouraud. Et on a vu hier dans un reportage une dame qui disait souvent, on dort même au marché pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de bien se nourrir. Et ça, c'est important. Allez, nous vous retrouvons dans cette émission avec, bien sûr, ceux-là qui vont agrémenter ce bon moment que vous allez passer en notre compagnie. Donc, on a Renaud, vous savez, tous les mardis, c'est l'intégrale de la revue aujourd'hui. Bonjour Renaud. Bonjour. 4 informations à nous proposer. Oui, 4 infos. On va parler de cette mise en garde là, que le ministère des Affaires étrangères a faite à l'endroit des Ivoiriens qui souhaitent partir dans les pays du Golfe en raison de la crise qu'il y a en ce moment. Dans cette
partie du monde là, et aussi pour ceux qui y vivent déjà, ceux qui y sont. Le ministère des Affaires étrangères a donné encore des directives pour que ces personnes-là, ces ressortissants ivoiriens, soient en sécurité. Et puis, on va parler aussi de ce concours qui a été lancé par le ministère de l'Enseignement pour recruter des enseignants de filières scientifiques. On sait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un déficit criard d'enseignement de matières scientifiques, dont il y a un concours qui a été ouvert pour permettre de combler ce déficit-là. Et puis, on va parler aussi de Evan Idika, le défenseur ivoirien qui est courtisé par le FC Barcelone. Et aussi, on ne saurait passer sous silence cette forte vague de chaleur qu'il y a à ce moment, qui dérange tout le monde. Voilà, la Sodexam a donné des instructions pour nous permettre de passer cette période-là en toute sécurité, parce que c'est une période qui est propice à certaines pathologies. Bien sûr. Alors, donc c'est vrai qu'il y a une multitude d'informations, mais quatre assez importantes pour faire un peu le tour de plusieurs questions. Docteur, ça peut aller? On est prêt pour dans quelques secondes? Marina, avec elle, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, le fact-checking. Et donc, nous avons 3 sujets. Nous allons parler du sujet qui concerne l'Iran et la Côte d'Ivoire, parce qu'on nous dit que l'Iran a bombardé la Côte d'Ivoire. On nous dit ensuite que les étrangers qui résident en Côte d'Ivoire devront bientôt payer des recettes fiscales. Et puis, en dernière position, on va parler d'un supposé incendie à Boaké. Bien sûr. Donc, toutes ces informations qui vont être décortiquées, bien sûr, par notre chroniqueuse invitée et consultante, on va dire. Je cherche l'adjectif qualificatif pour toi. Bien sûr, ça sera avec Marina Kouakou. Donc, dans quelques instants, Renaud va s'installer avec le docteur Hamidou Touré. Mais on n'oublie pas qu'ici, nous allons recevoir une dame, une grande dame. Elle est gardienne des cours d'eau. Avec elle, ça va être dans la rubrique environnement. Vous allez comprendre et savoir pourquoi on parle de gardienne des cours d'eau. Ce sera tout à l'heure avec Madame aussi Delphine. Allez, grâce à la réalisation, on part dans quelques secondes seulement avec l'intégrale de la revue. On se retrouve dans quelques instants. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI1. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Docteur Hamidou, bonjour. Bonjour Renaud. On est très heureux de vous retrouver. C'est pareil pour moi. Toujours un plaisir. 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard. Et avec vous aujourd'hui, on l'a dit, on va traiter 4 sujets. Bon, pendant que la crise est en train de s'enliser au Moyen-Orient, bien évidemment, le gouvernement ivoirien, en toute responsabilité, envoie encore un message à ses ressortissants qui souhaitent se rendre au Moyen-Orient et ceux qui y vivent déjà. Oui, c'est normal parce que cette partie du monde est en proie à une guerre. Et donc, il y a, quand vous remarquez bien, les pays du Golfe qui sont attaqués par l'Iran. Et à partir de cette partie-là, il y a des ressortissants ivoiriens. Et en pareille circonstance, les représentations diplomatiques interpellent leurs citoyens qui y sont, leur demandent de respecter les mesures de sécurité, de surtout quand on veut se déplacer, de prendre toutes les dispositions utiles, de passer par les canaux réguliers, autorisés, que de passer par des circuits non autorisés, parce qu'on s'expose à tout, à des dangers, surtout à des représailles. On peut être pris par des bandes armées. Et qui... Des dommages collatéraux aussi. Oui, des dommages collatéraux, surtout qu'aujourd'hui, dans le ciel, il y a du feu. Et donc, il faut faire très attention, il faut prendre les circuits normaux pour s'y rendre. Et puis, vous remarquerez qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Umrah, le petit pèlerinage. Il y a près de 500... Période. Oui, et
les vols ont été retardés du 1er jusqu'aujourd'hui et jusqu'à hier, il n'y a pas eu de vol. Et donc, au fur et à mesure, vous comprenez que la situation s'enlise et ça devient difficile. Et donc, pour préserver la vie et la santé des uns et des autres, l'État donc interpelle ses citoyens à garder, à rester vraiment en sécurité là où ils se trouvent et d'être surtout en contact avec l'ambassade ou le consulat de sorte à être informé de la situation. De la situation et de son évolution. Et de son évolution. Et surtout, comme vous l'avez dit, il faut suivre les instructions des canaux officiels. Oui, vous avez parlé de la Ombra, c'est environ 550 pèlerins ivoiriens qui devaient s'y rendre, oui. Qui avaient déjà payé leur billet d'avion. Depuis 3 mois d'ailleurs. Oui, oui. Mais malheureusement, compte tenu de la situation, le premier départ, c'était le 1er mars, et c'est ce jour-là qu'a commencé le bombardement. Oui, et donc, vous voyez que tout le circuit est perturbé. Et parmi ce contingent ivoirien, là, il y a des ressortissants d'autres pays, de la sous-région qui souvent viennent en Côte d'Ivoire pour pouvoir effectuer le déplacement. Qui sont eux aussi bloqués à Abidjan en raison de cette situation. Oui. Mais en tout cas, c'est mieux d'être bloqué ici, en toute sécurité. En toute sécurité que d'être dans le feu de l'action, sous les bombes. Oui. Et, comme la Côte d'Ivoire l'a dit, la Côte d'Ivoire a appelé toutes les parties à la retenue et surtout à la cessation des hostilités. Bon, on espère que la Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire et d'autres pays aussi qui se sont inscrits dans cette logique-là seront Nous osons le croire. entendus. Bon, on ose le croire. En tout cas, le ministère des Affaires étrangères donc, a demandé aux ressortissants ivoiriens de se tenir à l'écoute des canaux officiels. Docteur, on parle de notre sujet, là on parle d'éducation et le gouvernement ivoirien aussi qui ouvre un recrutement exceptionnel d'enseignants du secondaire dans les filières scientifiques parce qu'il y a un gros déficit, on l'a dit. Oui, c'est... Vous êtes enseignant et donc vous savez de quoi on est. Oui, ça c'est depuis toujours. Il y a vraiment en physique, chimie, en mathématiques, dans une moindre mesure en SVT, il y a un déficit énorme. Et donc pour combler ce manque, l'État a décidé d'avoir un recrutement exceptionnel d'enseignants bivalents de physique, chimie, de physique et chimie, c'est vrai, et des SVT et de mathématiques également pour le collège. Voilà. Et puis, et ceux du lycée également, ils ne seront pas bivalents. Et donc, il faut avoir un bac et avoir obtenu, je crois, 10 au bac sur 20. Voilà. Au moins, on ne va pas aller prendre quelqu'un qui a eu 2 en maths pour aller enseigner des enfants. Donc 10 sur 20. Et puis, quand on est passé au supérieur, il faut avoir un bac plus 2. Et donc, vous fournir les éléments qui attestent vraiment de votre niveau pour que vous puissiez venir former les enfants de Côte d'Ivoire, il y a un manque criard, comme vous l'avez dit, d'enseignants de secondaire dans ces disciplines scientifiques. Et c'est pour combler ce déficit qu'est organisé ce recrutement exceptionnel. Mais depuis quelques années, donc vous l'avez dit, il y a ce désintérêt-là pour les matières scientifiques. Bon, on a beau donner les justificatifs, mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes parce que plus les années passent, plus ça devient inquiétant. Oui, ça devient inquiétant. Bon, ils sont là. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il y a au moins 2000 enseignants qu'on va recruter, contractuels, bivalents. Quand on dit bivalent, ça veut dire que vous enseignez les mathématiques et les physiques en même temps. Voilà. Donc, c'est important. C'est vrai que c'est des disciplines qui sont souvent difficiles. Et puis, enseigner aussi, c'est un sacerdoce. Il n'y a pas d'argent. Ça, c'est clair, mais il faut avoir l'amour de l'enseignement parce que c'est une répétition. Est-ce qu'aujourd'hui, l'amour seul suffit pour aller vers ces matières scientifiques? Mais vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand nous sortions de l'école normale supérieure, on était déjà frappé par le raccrochement. Et par le raccrochage, autant pour moi, par le raccrochage. Et tous ceux qui étaient à l'université refusaient d'aller enseigner. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient obligés d'y venir. C'est un milieu qui il y a de l'emploi, qui absorbe les gens. Mais quand on s'y met, quand on se donne à fond, on prend l'amour de la chose et puis on continue. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais été prédestinés à devenir de grands footballeurs. Mais l'appétit venant en mangeant, ils deviennent de grands footballeurs. Donc c'est comme ça aussi que cela peut se passer au niveau de l'enseignement. Il faut, avec le métier, à l'ouvrage, on apprend à aimer la chose et on apprend à donner. C'est important et c'est intéressant de former des Ivoiriens, des gens de ton pays. Et c'est tout l'espoir qu'on a, que l'appel du gouvernement soit entendu et que les populations répondent, en tout cas ceux qui en ont les compétences, répondent à cet appel pour pouvoir former
des enseignants dans les matières scientifiques. Et pour s'inscrire, on a le site là que vous voyez au bas de l'image, hein, donc www.cigec.ipnet.cloud. Vous y allez et puis vous pouvez vous inscrire. Ce qui est important à ajouter, c'est gratuit. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Et il faut ajouter aussi que parmi les documents qui sont demandés pour pouvoir postuler pour ce concours, il y a la CMU. Absolument. Donc pour ceux qui n'ont pas leur CMU, il faut absolument l'obtenir pour pouvoir participer à son concours, d'où l'importance d'avoir ce document. Allez, donc on parle d'autre chose. Et là, on s'intéresse, on l'a dit, à la vague de chaleur, mais qui actuellement est en train de nous tuer tous pratiquement. Oui, on suffoque. C'est compliqué. Je pense à nous autres, les musulmans. Bon, pas qu'à vous seuls. Enfin, aux chrétiens également. La période que nous vivons actuellement, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, il y a un dérèglement climatique incroyable. Remarquez bien, sous cette canicule, à 41 degrés souvent, il y a de la pluie. Et donc, on comprend tout de suite que rien n'est normal. Et donc, à cette période-là, de forte chaleur, il y a des risques d'hydratation, d'insolation, et puis les maladies chroniques aussi deviennent opportunistes par moment, et puis le risque de paludisme. Donc il faut être capable vraiment de s'abreuver quotidiennement et de se mettre à l'abri. Ça, c'est important d'être dans un endroit aéré, climatisation, ventilation, etc. pour vraiment ne pas tomber sous le coup d'une déshydratation ou d'une insolation. Il faut boire de l'eau régulièrement, selon les conseils de la Sodexam. Pas quand on a soif. Oui, il ne faut pas attendre d'avoir soif. Hein. Mais il faut s'hydrater régulièrement parce qu'il fait tellement chaud. Et même la nuit, je veux dire, aujourd'hui même les climatiseurs, mais ils ne marchent plus, on suffoque. Oui. Autant nous suffoquons, autant la climatisation, le ventilateur suffoque par la chaleur. Vous remarquerez qu'à un moment donné, quand vous sortez d'une salle climatisée, il y a comme une chaleur, une vapeur qui vous suit. Il y a un choc thermique. Un choc thermique. Hein. Et aujourd'hui, bon, dans les conseils aussi qui ont été donnés, il faut porter des vêtements pas trop lourds. Vous le pouvez, je veux dire, si l'emploi que vous exercez vous donne la possibilité de porter des vêtements légers et en coton, surtout, il faut s'y mettre. Voilà. En tout cas, il faut prendre toutes ces dispositions pour ne pas tomber sous le coup de ces petits désagréments. Oui. Et en parlant de désagréments, je dis, il faut éviter, si on le peut, les sorties entre 11h et 21h. Et puis éviter de pratiquer du sport aussi. À 16h, là, surtout. À partir de 11h, si vous pouvez le faire avant 11h, parce qu'à partir de 11h, c'est le pic de chaleur. Donc vraiment... moi, je me suis prêt à voir des Ivoiriens à cette période-là qui font du sport. Mais bon, je pense que... peut-être qu'ils ne le savent pas. Aujourd'hui, avec cette sensibilisation, avec ces informations de la Sodexam, je pense que si ça tombe à pic, ces gens comprendront qu'ils sont beaucoup plus en danger. Imaginez-vous en train de faire du sport à cette heure-là et puis, écoutez, une déshydratation, un coup de chaleur, vous tombez dans la rue. Voilà, ce n'est pas du tout aisé. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne peuvent pas se priver d'exercice physique, le faire avant 11h ou bien après 18h. Après 21h. Après 21h, à la tombée de la nuit, tranquillement, là, on n'a pas exposé au risque de chaleur. Allez, docteur, on parle de sport pour refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Et on s'intéresse au défenseur ivoirien Evan Idika, qui est intéressé, plutôt qui est courtisé par le FC Barcelone. Ouais, j'aime bien ce terme courtisé. Mais c'est une perle ivoirienne, un bon défenseur, ça, on le sait, maîtrise, calme olympien dans une défense, il assure un équilibre entre le milieu et la défense. Je pense que Ndika, aujourd'hui, il est au sommet de son art. Il a même marqué ce week-end. Il a 3 buts déjà. L'AS Roma. Il a 3 buts. Mais ce qui me plaît encore chez lui, c'est qu'il est capable de casser les lignes parce qu'il a un pied gauche merveilleux. Il fait des transversales pour ses attaquants. Je pense que ce garçon voit un très bel avenir. Si le Barça l'appelle, mais je suis assez bon. Et justement, le Barça qui s'est renseigné, qui a approché l'entourage de notre défenseur et qui pourrait faire une offre lors du mercato estival, selon Supersport. Mais c'est une perle, comme je l'ai dit. S'il est courtisé, c'est qu'il est séduisant. Il est beau à voir jouer et il rentre certainement dans le schéma tactique de Barcelone.
et qui aime vraiment ce petit jeu. Et certainement qu'il a quelque chose qui manque à la défense du Barça. Et donc, quand il viendra, c'est pour combler cela. En parlant de quelque chose qui manque à la défense du Barça, un solide défenseur, un grand athlétique, vous l'avez dit, capable de casser les lignes et tout ça. Il va au combat. Oui, il va au combat et on compte sur lui. En attendant le FC Barcelone, la Côte d'Ivoire compte sur lui pour le mondial. Oui, il est tellement en pleine bourre. Je pense qu'il va garder ce niveau jusqu'à la Coupe du Monde. Et vraiment, les éléphants, avec Evan Ndicap, feront une très belle prestation. C'est tout l'espoir qu'on a, en tout cas, pour ce mondial 2026. On a dit que les Ivoiriens, les Africains ne peuvent pas franchir le dernier palier du mondial, mais pourquoi? On peut rêver. On peut rêver. Oui. Écoutez, aujourd'hui, quand vous regardez un peu, ce week-end, vous avez vu toutes les petites pépites que nous avons vues à la CAN ont brillé. Oui. Donc, s'ils gardent ce niveau de forme, je pense que on peut rivaliser avec des grandes équipes. Bon, avec la renaissance de Simon Adingra à Monaco, Evan Ndicap qui est en pleine bourre à l'AS Roma. Boga. Oui, Jérémy Boga qui a marqué ce week-end. Et puis, Yann Diomandé qui explose au RB Leipzig. Bon, on a bon espoir que les choses vont bien se passer. Pour l'heure, c'est le FC Barcelone qui s'intéresse à Evan Ndicap et on espère que les choses, on espère que les choses vont bien se passer. Donc, en tout cas pour l'intégrale, ça s'est bien passé. Tout à fait. On a fini. Et on va se retrouver dans 2 semaines. Dans 2 semaines, Inch'Allah. Allez, dans l'intervalle, ce sera avec Dr Topé à qui on passe le bonjour. Et nous, on a chuté pour ce numéro de l'intégrale et on passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup Arnaud et Dr Hamidou Touré pour toutes ces informations. On a essayé de faire un peu le tour. On a parlé de cette vague de chaleur qu'il y a en ce moment. Hier, il faisait extrêmement chaud. C'était terrible, franchement. Et certainement, ça va continuer encore aujourd'hui. Mais tout à l'heure, avec l'invité de l'environnement, on va évoquer cette vague de chaleur. Et on saura le pourquoi, souvent, de ce que nous avons ici, parce qu'on sait que l'environnement, le temps change. Les temps changent. Ça veut dire qu'elle est gardienne des eaux. Gardienne des eaux. Gardienne des eaux. Okay. Bon, je veux bien voir. Elle nous a parlé aussi surtout de la gestion forestière. OK. Dans tous les cas, nous donnera toutes les informations. Merci beaucoup à vous. Excellente journée, donc. Allez, on va marquer une petite pause, non, une grande pause avec le flash d'information, parce qu'on a Coralie Corée qui est déjà dans ce studio. Et juste après, on vous permettra d'évoquer environnement, droit et pourquoi pas réseaux sociaux avec nos experts en la matière qui sont là. Sinon, nos expertes aujourd'hui, parce que c'est que des femmes. À tout de suite. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI1. Bien le bonjour chers auditeurs et auditrices, le temps sera généralement nuageux sur l'ensemble du pays, mais au cours de la matinée, le soleil fera progressivement son apparition. Dans les régions du nord-ouest et l'ouest, on pourra observer quelques pluies résiduelles en début de matinée. Les températures prévues pour cette matinée sont de 24 degrés à Abengourou, 26 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 24 degrés dans les villes de Bondoukou et Bouaké, 25 degrés à Bouna. On aura une série de 24 degrés dans les villes de Boundiali, Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 24 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 23 degrés à Mans, 22 degrés à Odiné, 25 degrés dans la ville de San Pedro, 24 degrés à Sassandra. On aura une série de 23 degrés dans les villes de Séguéla, Soubré et Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 24 degrés dans la ville de Yamoussoukro. En début d'après-midi, le soleil sera prédominant sur l'ensemble du pays avec des bourgeons orageux qui se développeront par endroits sur les régions du littoral, dans le sud forestier avec un risque de pluie. Cette situation touchera la bande centrale en fin de période.
Les températures prévues pour l'après-midi sont de 31 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 34 degrés à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Bundiali, 34 degrés à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Giglo, 36 degrés dans les villes de Kong et Korogo, 34 degrés à Mans, 36 degrés à Odiéné, 33 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés dans les villes de Soubré et Tabou, 32 degrés à Tiasalé et 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous démarrons ce 6h30 ici à Cocody, où le Conseil supérieur des Madjilistes en Côte d'Ivoire a organisé dimanche sa traditionnelle rupture collective du jeûne. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, y a pris part. Téné Birahima Ouattara a invité les fidèles et les guides des différentes obédiences religieuses à multiplier des prières et des invocations pour la consolidation de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire. Par Gassoro Koné de Madongui pour le compte-rendu. Les Madjilistes de Côte d'Ivoire se sont retrouvés cette année encore pour sacrifier la tradition avec pour invité d'honneur le vice-premier ministre, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Dirigeants et membres du Conseil supérieur des Madjilistes de Côte d'Ivoire ont partagé dans la spiritualité des moments de convivialité et de solidarité pendant une rupture du jeûne autour d'une problématique. Islam, religion de paix et d'amour. L'islam est venu en Côte d'Ivoire par la tradition. C'est pour cela, dans les villages, tu voyais chaque fois, il y a un imam traditionnel, un pasteur, un prêtre traditionnel et un chef de village. Les trois collaboraient ensemble dans la paix. Pour ces instants de partage, des élus et cadres venus de l'intérieur du pays, mais aussi des guides et fidèles des autres obédiences religieuses, tous ont salué l'initiative, puis ont prié pour la cohésion et l'harmonie entre les communautés religieuses du pays. Le Ramadan nous enseigne le pardon, la tolérance et le dialogue. Il nous apprend à être artisans de paix dans nos familles, dans nos quartiers et dans notre pays. La Côte d'Ivoire a besoin de chacun de nous pour continuer à construire une nation forte. Il m'a séduit par sa vision. Il m'a séduit par sa qualité d'homme spirituel qui sait tenir compte du réel et de l'existant et qui a su faire véhiculer dans le même sens la tradition et la religion. Ce rendez-vous annuel a aussi bénéficié du soutien des présidents d'institutions, des ministres conseillers à la présidence de la République, occasion pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, d'encourager et de féliciter le Conseil supérieur des Madjilistes pour son engagement pour la promotion de la paix et du vivre ensemble. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs de confession chrétienne, avec qui nous sommes ce soir, nous vous demanderons de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en paix. Et si la Côte d'Ivoire, depuis plus d'une quinzaine d'années, est en paix, c'est grâce au Tout-Puissant. Et aussi, c'est grâce à un homme, le président Alassane Ouattara. Ayons à l'esprit que nous devons tout faire
ensemble pour aller à la cohésion, se pardonner nos erreurs, se comporter comme des frères et sœurs. À l'issue de cette rencontre hautement spirituelle, des prières et des bénédictions ont été adressées à Dieu pour le renforcement et la consolidation de la cohésion dans le pays. Parlons santé, un simple passage à la pharmacie, un test rapide au laboratoire et parfois une alerte qui peut tout changer. En quelques minutes seulement, des gestes de prévention comme la prise de tension ou le contrôle de la glycémie permettent de détecter tôt certaines maladies. Des réflexes simples, souvent négligés, mais qui peuvent éviter de graves complications. Roxane Ambaché et Didier Nguesson nous donnent des détails dans ce reportage. Il est 16h quand Christelle frôle la porte d'une pharmacie de son quartier. Rien du genre, du moins en apparence. Des gestes simples, rapides, souvent proposés gratuitement ou à moindre coût. En quelques minutes, le verdict tombe. Une tension un peu élevée. Rien de grave pour l'instant, mais suffisant pour attirer l'attention. Là, je vais vous orienter chez un cardiologue pour un meilleur suivi. Christelle repart avec un conseil, revoit certaines habitudes et consulter régulièrement un médecin. Un peu plus loin, c'est Yasmine qui tend le bout de son doigt. Quelques secondes suffisent pour mesurer sa glycémie. Un taux de glycémie, on va l'orienter vers le médecin. Là encore, l'alerte est donnée à temps. Depuis certains moments, je ne suis pas malade, mais je ressens vraiment de la fatigue dans mon corps. J'ai décidé de venir à la pharmacie pour voir si tout allait bien. On m'a conseillé de me diriger vraiment vers l'hôpital pour que j'aille faire un examen complet, vu que mon taux de glycémie était un peu élevé. Pour le pharmacien, ces gestes de routine sont essentiels. Les contrôles de base que nous proposons ici sont le test de glycémie, la prise de la tension artérielle, le test de paludisme, test de Covid, et on est en prévision de faire le test du HIV. On a beaucoup de personnes qui découvrent leur pathologie ici. En Côte d'Ivoire, l'hypertension artérielle touche 30 à 40% des adultes. Elle est fortement liée aux accidents vasculaires cérébraux, AVC, responsables d'environ 15 000 cas par an, dont 10 000 décès, avec le diabète comme facteur de risque croissant, selon le ministère de la Santé. Des chiffres alarmants qui pourraient être évités avec des gestes simples. Mais la prévention ne s'arrête pas au comptoir de la pharmacie. Une autre porte s'ouvre, celle du laboratoire. Ici, tout est prêt pour une succession de prélèvements. Puisque nous avons vu dans nos quartiers des personnes qui étaient tombées subitement malades, voilà, c'est pour cela que je suis là. Ici, on m'a proposé différents tests, tels que la glycémie, l'urée, la créatinémie, ainsi que la numération formule sanguine. Ces gestes spontanés que beaucoup jugent anodins représentent en réalité de bons réflexes contre les urgences de demain. On a l'insuffisance rénale qui peut être une conséquence du diabète. Alors l'insuffisance rénale va s'installer progressivement parce que l'individu, ne sachant pas qu'il est diabétique, il continue à vaquer à ses occupations, il continue à vivre comme s'il n'avait aucun problème. Et au fil des années, les désordres se créent et les complications sont vraiment importantes. Alors ce genre de contrôle, l'idéal serait de les faire 2 fois par an, c'est-à-dire en début d'année et en fin d'année. Des propos corroborés par le médecin qui conserve le dernier mot après la pharmacie et le laboratoire. On conseille plus la prévention. Et cette prévention-là, c'est sur plusieurs aspects. Je me sens très bien et je pète la forme, mais je dois savoir que, par exemple, je ne dois pas manger trop salé, je ne dois pas manger trop sucré, je ne dois pas manger trop gras. Je ne sais pas, dans ma famille, il y a des diabétiques, par exemple. Je peux chercher peut-être le lendemain à aller me faire contrôler une glycémie. Ça peut se faire en pharmacie, ça peut se faire dans une officine, enfin une clinique privée ou un hôpital public. Voilà. Donc c'est des petits gestes comme ça qu'il faut avoir. Devant le coût financier que représente la prise en charge d'une maladie diagnostiquée trop tard, la prévention reste de mise.
Des gestes simples qui sauvent la vie et que nous vous invitons à intégrer à vos habitudes. Les États membres de la CEDEAO cherchent à relancer leurs échanges internes à Abidjan pour une réunion consultative. Décideurs, experts et partenaires réfléchissent aux moyens de lever les barrières commerciales, harmoniser les normes et promouvoir un développement durable pour une intégration économique plus efficace et inclusive. C'est ce que nous rapporte Sangaré. Malgré des décennies de protocoles et d'accords régionaux, le commerce intra-CEDEAO reste timide. Notre intégration économique demeure inachevée. Aujourd'hui, moins de 15% de nos échanges commerciaux se font entre pays ouest africains. Les infrastructures restent insuffisantes. Les barrières administratives persistent et nos jeunes, comme nos femmes commerçantes, peinent encore à trouver leur pleine place dans le marché régional. Aujourd'hui encore, le commerce intra-régional reste limité. Nos économies demeurent dépendantes de l'exportation de matières premières et de l'importation de produits transformés. Autant d'obstacles qui empêchent les pays ouest-africains de pleinement tirer profit des marchés régionaux des 400 millions d'habitants. À Abidjan, acteurs du secteur privé et représentants gouvernementaux tiennent une réunion consultative régionale pour examiner les mots qui freinent encore les échanges dans l'espace CEDEAO. Pour corriger les faiblesses de cette intégration commerciale et économique, Adama Dosso, ministre délégué en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, propose un agenda d'action pragmatique. Il nous faut démanteler d'ici 24 mois les barrières non tarifaires identifiées sur 10 corridors stratégiques. Il nous faut industrialiser. Mais comment? Et je propose ici de spécialiser et de mailler le territoire autour des 4 filières régionales à haut potentiel. L'agro-transformation, café, cacao, chocolat, anacarde, mangue et fruits tropicaux, produits halieutiques, textile, habillement, coton, tissage et confection. Il nous faut accélérer la mise à niveau des corridors Abidjan-Degos et Abidjan-Ouagadougou-Niamey, accélérer l'interconnexion énergétique, échange d'électricité transfrontalière. À l'issue des travaux, un rapport de recommandations sera transmis aux autorités régionales afin d'orienter les politiques futures. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a ouvert à Abidjan un atelier de formation consacré à la sécurité physique et à la gestion des stocks d'armes et de munitions, organisé en partenariat avec le Centre international de Bonn pour les études sur les conflits et la division armes légères de la CEDEAO. Cette formation s'inscrit dans un processus régional de renforcement des capacités des armées. Gilles-Christ Kwame, Davis Oyo, Joël Mambou. C'est une formation à la gestion des stocks d'armes. Elle est destinée aux membres des différents corps de l'armée du Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer la transparence dans la gestion de l'arsenal et des équipements des forces de défense et de sécurité. Mieux, outiller les acteurs à prévenir les détournements d'armes légères et de petit calibre. Des progrès importants ont été réalisés. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre bilan, même si nous confessons qu'il y a encore du travail. Il s'agit de faire en sorte que nos arsenaux qui sont logés dans nos différentes forces de défense et de sécurité soient bien gardés, soient bien gérés, soient sécurisés, de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas dans de mauvaises mains, de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas dans les circuits illicites à travers des détournements ou bien d'autres trafics. Appuyée par le Centre international de Bonn pour l'étude des conflits BICC, cette formation vise également à constituer un réseau régional d'instructeurs capables de diffuser les bonnes pratiques au sein de l'armée nationale. Ce partenariat est aussi un partenariat avec la commission de la CEDEAO et c'est pour renforcer les capacités régionales et nationales dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Ça s'inscrit dans un projet régional dont la Côte d'Ivoire a pu profiter, a pu envoyer des experts, 12 au total, dont 3 ont été certifiés instructeurs régionaux
que maintenant, qui sont en mesure parfaite de pouvoir donner des cours nationaux. Cette initiative sous-régionale, initiée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre et ses partenaires, apparaît comme un instrument stratégique pour renforcer la sécurité des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre de mise à niveau est une première en Côte d'Ivoire. À présent, une note du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, lue par Alexis Ouedraogo. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte à la connaissance des ressortissants ivoiriens envisageant un déplacement dans les pays du Golfe qu'en raison de la situation sécuritaire qui prévaut au Moyen-Orient, ils sont invités à faire preuve de la plus grande prudence et d'un sens accru de responsabilité dans la préparation de leur séjour. À cet effet, le ministère d'État recommande aux voyageurs de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à d'éventuels aléas susceptibles d'entraîner une prolongation de leur séjour. Par ailleurs, les personnes concernées sont invitées à s'assurer du strict respect des formalités administratives et des conditions d'entrée et de séjour dans les pays de destination et à privilégier exclusivement les structures et circuits officiellement agréés pour l'organisation de leurs déplacements. Le ministère d'État exhorte en outre les Ivoiriens séjournant dans ces pays à demeurer attentifs aux informations et orientations communiquées par les ambassades et consulats de Côte d'Ivoire dans la région, ainsi que par les autorités des pays d'accueil. Et pour terminer, dans l'actualité internationale, Paris accueille ce 10 mars le 2e sommet mondial sur l'énergie nucléaire civile. Cet événement réunit une 60aine de pays pour promouvoir l'atome civil face aux défis climatiques et énergétiques après une première édition à Bruxelles en 2024. Parmi les chefs d'État attendus à cet événement, le président rwandais Paul Kagame qui, pour la première fois depuis quelques années, exprime ouvertement son ambition de diversifier sa production énergétique par l'énergie nucléaire. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un magnifique mardi. Matin Bonheur continue avec Thierry Angeval. Et nous aussi, on vous souhaite un magnifique mardi. Coralie Corée, bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Ça va bien ce matin? Ça va bien. Ça va mieux ce mardi. J'ai voulu dire, mais bon, j'ai fait ma bouche. Oui, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Ah, nettement mieux? Oui. Okay. On fait un petit coucou aux gens de Tout le Pleu. On salue tous ceux qui nous suivent depuis, depuis l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une belle petite ville quand même. Oui, une belle petite ville. Oui, quand même. Oui. On y mange bien la nourriture de l'Ouest. La semaine dernière. Comment? Nous y étions la semaine dernière. Oui, OK. Dans le cadre de Fréquence 2 ma radio, caravane initiée par Fréquence 2. Oui, bien sûr. Donc j'étais la journaliste chargée donc, de faire des reportages la semaine dernière à Tout le Pleu. Le voyage n'a pas été facile. Oui. Le séjour non plus. Mais bon, nous sommes de retour. OK. Mais c'est bien. Ce qui est bien avec la RTI et puis avec tous nos démembrements, on s'occupe de tout le monde. Hein, que ce soit à Abidjan, dans le centre, dans le nord, partout, on s'occupe de tout le monde. J'ai rencontré des personnes qui disent qu'elles regardent Matin Bonheur et elles m'ont chargé de te transmettre leur coucou. Oh, merci. Merci de suivre Matin Bonheur. Ça, c'était à Guiglo. C'était à Guiglo. À Guiglo. Oh, merci. Merci de suivre Matin Bonheur. Hein. C'est pour vous que nous sommes là-haut. C'est à 4 h du matin, c'est pour vous. Pas pour quelqu'un. Hein? Merci beaucoup. C'est moi. Coralie Corée. Allez, on va poursuivre cette émission, pas qu'elle me déconcentre. On va poursuivre cette émission parce qu'on a des invités que nous allons recevoir avec qui on va échanger sur nos différents sujets pour la suite de cette émission. Avec elle, on va parler droit encore aujourd'hui. Vous savez, tous les mardis, nous avons la possibilité et la latitude de la recevoir. Elle fait partie des... Hein, j'ai envie de dire des éminents docteurs que nous recevons ici. N'est-ce pas, docteur Touré? C'est ça, non? Voilà. Docteur Sandrine Adon, elle va donc venir. Hein? Elle continue la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà, ce n'est pas la journée de la femme. Sandrine Adon va donc s'installer au milieu. Madame Aoussi, elle est experte en environnement. Avec elle, on va parler un peu d'environnement aujourd'hui. On va parler des cours d'eau. On va parler, bien sûr, de ces différentes actions qui nous permettent d'être en harmonie avec nous et avec notre environnement. Vous allez vous mettre ici, voilà, juste ici. Et Marina Kwaku, elle est experte en digital, donc. Hein? Marina, hein? Son petit nom, c'est Marina. Hein? Marina, comme au quartier. Vous allez bien? Hein? Marina, on se retrouve. Donc là, on a Madame Aoussi. Bonjour, vous allez bien?
vous êtes experte en environnement, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que ça prend beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai vu votre biographie, mais elle est longue. Hein. Hein? Si je lis ça ici, mon réalisateur va me dire j'ai pris 2 minutes pour lire une biographie. Donc. Et Sandrine Adon, hein, comme chaque mardi, est avec nous. Bien sûr. Madame, vous restez là. Hein? Moi, je vais m'occuper, bien sûr, encore de mes téléspectateurs avec Infotrafic. On vous permettra d'avoir les informations sur notre trafic routier ce matin. Qu'est-ce que nous avons donc avec, bien sûr, nos informateurs qui se retrouvent un peu ça et là dans nos différentes communes. On part juste après ce jingle pour Infotrafic. Nous avons la première informatrice, Sandrine Ouassa, avec nous, bien sûr, ce matin. Et on saura ce qui se passe sur nos routes. Sandrine Ouassa, elle est à Cocody. Mais Cocody est grand, donc elle se trouve où exactement ce matin? On va la voir dans quelques secondes seulement. Après elle, on ira dans une autre commune. On n'a pas Sandrine Sandrine Ouassa. Donc on peut, voilà, merci beaucoup. On va essayer de la voir dans quelques instants donc, sans oublier que nous allons partir dans d'autres communes comme Abobo, comme Yopougon, comme Treichville, Marcory, pour savoir un peu le trafic routier de ce matin. Parce que voilà, on sait déjà, les gens se lèvent très tôt, les gens sont déjà dehors. Sandrine Ouassa, bonjour. Bonjour Thierry Angevelle. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout ce matin. Ce mardi matin, au carrefour après barrage de la Rivera Palmeraie, on assiste à des ralentissements dans presque toutes les directions. Les véhicules en provenance de Bingerville ainsi que ceux venant de la Rivera Palmeraie, de la Rivera Abata et se dirigeant vers 9 km connaissent un fort ralentissement. Dans le sens inverse, c'est-à-dire les usagers venant de Cocody, d'Adjamé et à destination Bingerville, passant par le boulevard Kofi Germain-Gardeau, la circulation reste relativement fluide malgré un léger ralentissement. L'avenue Rose Doudou Guéhi en direction de la clinique Saint-Viateur subit quelques perturbations. La rue I-143 dans le sens du quartier de la Rivera Palmeraie est souvent encombrée à cause des véhicules de transport en commun qui stationnent et cela entraîne des ralentissements et perturbations. Du côté du transport en commun, les arrêts sont bondés et le nombre de véhicules est insuffisant. Néanmoins, les tarifs restent stables dans presque toutes les destinations. Voilà le point de la circulation aux côtés de la Rivera Palmeraie. Merci beaucoup Sandrine Ouassa, elle a dit Rivera Palmeraie donc pour le point de la circulation ce matin. Donc vous savez un peu ce qui se passe bien sûr du côté de la Rivera Palmeraie. On va poursuivre avec bien sûr une autre informatrice, elle nous emmène du côté d'Abobo, hein, Noura Sidibé, avec elle on va savoir ce qui se passe à Abobo, que ce soit à Nado, la mairie, au marché, à Abobo BC. Allons-y avec bien sûr Noura Sidibé. Donc bonjour Noura. Bonjour Thierry. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout. Thierry, nous sommes ce matin à Bobo-Menuiserie où l'ambiance est particulièrement animée en 7h matinale. Alors presque tous les véhicules quittant la zone de Samonké de la gare routière d'Abobo en direction d'Adjamé Liberté traversent cette zone. Déjà, les arrêts de Baka affichent une grande affluence dans les va-et-vient des voyageurs et dans ce sens. Et aussi noter que le point de chargement des minicars pour Adjamé n'étant pas très éloigné d'ici, la majorité des véhicules arrivent déjà ici remplis et nombreux sont les passagers qui patientent aux arrêts dans l'attente d'une place libre. Pour Adjamé ce matin, le tarif aussi entre 200 et 300 francs en fonction des différents apprentis. À noter toutefois que la circulation reste maîtrisable sans embouteillage majeur à signaler pour le moment. Merci beaucoup. Noura Sidibé depuis Abobo, donc elle a dit Abobo Menuiserie. Hein. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Abobo Menuiserie. Donc allez, nous on va poursuivre cette émission. On aura certainement Yopougon, certainement avant la fin de cette émission. Allez, sans véritable transition, nous allons passer à l'actu des réseaux sociaux avec bien sûr Marina Kwaku, elle est journaliste fact-checker. Voilà, avec elle c'est de checker, de vérifier les faits que nous avons sur le net. On va directement, bien sûr, sinon on marque une petite pause avec la réalisation et puis on va se retrouver dans juste quelques secondes en compagnie de Marina Kwaku. On rappelle qu'elle est journaliste fact-checker avec elle. On aura 3 informations à décortiquer aujourd'hui qui nous permettront de sortir de la Côte d'Ivoire et de revenir, bien sûr. Vous saurez ce qui est vrai ou faux sur Internet. Allez, à tout de suite.
Bon, je pense qu'on va poursuivre cette émission avec Marina. Marina qui va donc venir. Hein. Marina va donc venir, on va aller sans véritable pause. Voilà, elle va venir devant. Ça peut aller, Marina? Oui. Hein? OK. On voulait une petite pause pour respirer un peu, mais il n'y a pas de pause. Donc, on va directement. Hein? Allez, on va aller avec, bien sûr, la première information. Donc, avec ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, hein, je pense que Sandrine Adon regarde aussi ça pour savoir les infractions que l'on pourrait avoir si nous commettons ce genre de choses. N'est-ce pas, Sandrine Adon? C'est ça qu'il s'agit. Alors, l'Iran aurait bombardé la Côte d'Ivoire. Ça, on a vu ça sur les nets. Oui, on a vu Qu'en est-il exactement? Information sur le net. Oui. Et elle a été particulièrement publiée sur TikTok. Donc, dans cette publication, on voit bien une capture d'image qui est là. Le bâtiment est en train de brûler et par derrière, on a une voix. Une voix voilà, qui paraît assez humaine et qui nous dit que l'Iran aurait bombardé la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est quand même assez marrant dedans, c'est que l'auteur nous dit que les raisons du fait que l'Iran aurait bombardé la Côte d'Ivoire, c'est que c'est parce que c'est en Côte d'Ivoire que les guerres en Afrique se préparent. Et il va plus loin en demandant à ses followers d'aller faire des vérifications afin de venir témoigner. Donc voilà ce qui nous a poussé un peu à se prêter à cet exercice-là. Et la vérification a été faite particulièrement sur Google. Donc, en 2 étapes, nous avons utilisé les mots-clés sur Google et ensuite, on a effectué une recherche d'image inversée avec l'image que vous voyez là. Donc, la recherche avec les mots-clés a consisté à entrer sur le moteur de recherche Google « L'Iran bombarde la Côte d'Ivoire ». Et cette recherche-là s'est avérée infructueuse. Mais comme on a une image d'illustration là, on a voulu en savoir un peu plus et on a utilisé justement cette image qu'on a entrée sur Google Images et ça nous a permis de découvrir un article qui nous dit que l'image date du 17 juin 2025. En vrai, c'est une image d'illustration d'un article qui nous parle des conflits au Moyen-Orient. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la Côte d'Ivoire et on se rend compte qu'il s'agit d'une fausse information. Bien sûr. Allez, on poursuit donc notre très chère Marina Kouakou. Recette fiscale pour les résidents de Côte d'Ivoire. On parle de quoi exactement? Alors, seul l'auteur de la publication peut peut-être nous en dire davantage, mais c'est une publication également qui a circulé notamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et elle nous dit que les résidents de Côte d'Ivoire recevront des recettes fiscales en vertu du décret de Djibril Ouattara. Quand on parle de résidents en Côte d'Ivoire, de résidents en Côte d'Ivoire. Des étrangers qui résident en Côte d'Ivoire? Certainement. Mais comme l'auteur n'a pas précisé. Et ce qui est quand même assez intéressant également, c'est qu'il cite le journal Fraternité Matin.info. Donc, pour effectuer cette recherche-là, nous nous sommes rendus sur Google Images. Sur Google, avec les mots-clés, on a effectué une recherche avec les mots-clés. Et donc, on a cherché à savoir résident de Côte d'Ivoire, recette fiscale, Fratmat, puisque Fratmat a été cité. Et on n'a pas trouvé d'informations. Ensuite, on a cherché à en savoir plus sur le décret Djibril Ouattara. Donc, nous avons entré les mots-clés décret Djibril Ouattara, recette fiscale, résident en Côte d'Ivoire. Cette recherche également s'est avérée infructueuse. Néanmoins, nous sommes rendus sur la page officielle Facebook du ministère de la Transition numérique et voilà, de l'innovation technologique. Et là, quand on a essayé de visionner cette page, il n'y a pas d'informations également relatives à ce que nous cherchons à vérifier. Et nous avons terminé notre visite et nos recherches sur ce sujet-là sur la plateforme gouvernementale qui est Alert100. Voilà, qui démontre très souvent ce genre d'informations-là. Et on a eu ce démenti qui nous dit qu'il s'agissait bel et bien d'une fausse information. Bien sûr, toutes ces recherches qui nous permettent de savoir donc cela. On parle d'un incendie à Boaké. Alors ça, c'est le 3e sujet. Le 3e sujet. Voilà, comme vous pouvez le voir également, on a une capture d'image qui est suivie d'une voix assez robotique qui nous dit que c'est la panique à Boaké, en Côte d'Ivoire. On nous parle d'une grande surface d'hygiène qui a pris feu à Boaké. Et selon l'auteur, cet incendie-là serait produit le jour de la publication. Et donc, on est en mars.
Okay. Donc nous, on cherche à savoir un peu plus en utilisant également le moteur de recherche Google. On entre une grande surface d'hygiène a pris feu à Boaké. Et cette recherche-là ne nous donne pas d'informations. Notamment, comment dirais-je, on retrouve plutôt des informations en rapport avec l'incendie de décembre 2025. Comme vous pouvez le voir, un incendie a détruit 70% du supermarché Chinatown à Boaké. Et ça s'est produit en décembre 2025. Par la suite, nous avons essayé également de trouver l'origine de l'image que nous avons entrée dans Google Images. Et là, on se rend compte que les informations sont également relatives à l'incendie de Chinatown de décembre 2025. Okay. Mais puisqu'on se retrouve avec une voix qui est quand même assez robotique, j'ai voulu en savoir un peu plus en utilisant les outils de recherche d'analyse de taux d'intelligence artificielle qui analysent et les vidéos et les audios. Donc, on a utilisé deux outils, à savoir Indetectable AI et Hive Modération. Et donc, selon Indetectable AI, cette vidéo est fiable à seulement 1%. Donc, on a 99% de taux d'intelligence artificielle. Et Hive Modération va un peu plus loin en disant qu'on a 99% de taux d'intelligence artificielle dans l'audio. On ne s'est pas arrêté là. On a terminé cette recherche en contactant un confrère qui est sur Boaké, un confrère à qui je fais un coucou, Aboubakar Siddiq, à qui on a demandé s'il avait vent de cette information. Et il se trouve que lui-même, il avait couvert l'incendie de décembre 2025. Et tout de suite, il a reconnu les images. Il nous a dit cette image date de décembre 2025 et que je n'ai pas d'informations relatives à vraiment un incendie en début mars. Et là, tout de suite, on se rend compte qu'avec toutes ces recherches-là, on est en face d'une fausse information. En somme, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur le net parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas nettes. Effectivement. Et ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, je vais terminer, c'est que de plus en plus, les auteurs de fake news se forment. Et quand vous voyez aujourd'hui les sujets que nous avons traités, ils sourcent. Ils citent Fratmat et d'autres vont même vous dire vous pouvez effectuer des recherches et vous allez venir témoigner. Justement, tout ça pour vous emmener à croire tout ce qu'ils publient. Alors que quand on essaie de faire des recherches, on se rend compte que voilà, ce sont des informations qui sont montées de toutes pièces. Donc, il faut faire très attention. Et quand il s'agit des informations qui concernent souvent les institutions, n'hésitez pas à aller sur la page de l'institution ou sur Alert100, qui est la plateforme gouvernementale de lutte contre la désinformation, qui démontre très souvent ce genre d'informations. Merci beaucoup, Marina. Marina, on va donc s'installer. Et puis, juste après l'agenda, Sandrine Adon nous dira s'il y a des infractions comme ça pour toutes ces personnes-là qui publient des choses pas très nettes sur le net. Ça sera après l'agenda. On se retrouve dans quelques instants. Chers producteurs et opérateurs intervenant dans la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé, au titre de la campagne intermédiaire 2025-2026, de garantir un prix minimum Borchamp de 1200 francs CFA par kilogramme de cacao bien fermenté, bien séché et bien trié aux producteurs. Conformément aux nouvelles dispositions, cette campagne intermédiaire s'étendra du 4 mars au 31 août 2026. Le Conseil du café cacao invite au respect scrupuleux du prix minimum garanti de 1200 francs CFA le kilogramme de cacao. Le Conseil du café cacao tient à rappeler à tous les opérateurs que le non-respect du prix minimum garanti Borchamp aux producteurs est passible de poursuites judiciaires. Aucune réfaction n'est autorisée. Bonne suite de campagne cacao 2025-2026 à tous. Le Conseil du café cacao au service des producteurs. Le centre de gestion intégré à son application mobile, le CGI Digital. Ne vous laissez plus surprendre. Profitez d'un accès direct à l'administration des transports depuis votre smartphone. Vérifiez à tout moment le statut de vos véhicules et de votre permis de conduire. Actualisez votre contact à notifier. Initiez des demandes sans vous déplacer. Accédez à divers services en ligne. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le CGI Digital est également disponible en version web via eservice.cgi.ci. Voilà, merci de nous rejoindre dans Matin Bonheur. Alors, Sandrine Adon, il y a des infractions pour ces personnes-là qui... Oui, bien sûr. Sur les réseaux? Bien sûr. On va aller sur la loi sur la cybercriminalité. Ah, OK, immédiatement. Immédiatement. Peine d'emprisonnement, amende. Amende, évidemment. Et on verra aussi s'il y a des amendes pour des personnes qui
détruisent l'environnement. J'ai envie de dire ça comme ça. Parce que sans véritable transition, on passe à notre autre invitée, Madame Delphine Aoussi. Elle est présidente de l'association Malébi. Malébi qui signifie charbon. Oui, charbon en langue adjoukro. En langue adjoukro. Donc, pourquoi charbon? Parce que nous sommes des productrices de charbon, mais productrices modernes de charbon qui fait revenir la forêt. Bien sûr. Tout à l'heure, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a tout de suite interpellé. Quand Renaud et le docteur Hamidou Touré étaient en train de faire leur rubrique, on a parlé de cette vague de chaleur. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant là-dessus. Est-ce qu'on peut dire ça à nos téléspectateurs? Oui, nous avons constaté, tout le monde le sent, qu'il fait excessivement chaud. Mais si tu es dans une maison, tu es un peu protégé. Mais quand tu te trouves au dehors, le soleil, c'est comme si c'était une guerre contre nous. Tu sens effectivement l'effet de cette chaleur suffocante. Et imaginez dans la zone de Dimokro, imaginez dans la zone de Boaké, ces endroits où il fait extrêmement chaud, nous avons besoin des arbres pour être nos amis, pour nous amener la fraîcheur. Donc, c'est un gros tout, hein? Reboisement. Oui, reboisement, et gestion de nos cours d'eau, et faire le reboisement participatif, parce que le reboisement n'est plus seulement la fête des hommes. Il faut associer les femmes avec leurs mains douces, avec leur savoir-faire, pour faire pousser les arbres rapidement. OK, quand vous dites ça comme ça, Sandrine Adon et Marina sont tout de suite en train de sourire et tout. Alors, on va parler de cette relation particulière que vous avez avec l'eau. Et bien sûr, avec aussi toutes ces femmes, voilà. On parle de femmes gardiennes des cours d'eau. Alors, de ma petite expérience de femmes forestières, travaillant avec les communautés en milieu rural, surtout les groupements de femmes et de jeunes, la femme est porteuse de la vie. La femme est source de fertilité. La femme, c'est celle-là que dès le petit jour, au lever du jour, elle va chercher l'eau au marigot, dans les puits, pour venir satisfaire les besoins de la famille, que ce soit pour faire la cuisine, que ce soit pour faire la lessive ou faire tout le ménage. Et ne dit-on pas que l'eau est source de vie? Alors c'est normal que celle-là même qui est la première à toucher l'eau, à satisfaire nos besoins, soit vraiment la gardienne, comme on le dit dans nos traditions. Oui, bien sûr. Alors, cette gardienne-là, véritablement, on va dire tout de suite, son rôle, c'est de garder, bien sûr, la beauté et la bonté de nos eaux et tout. Mais quel rôle spécifique joue-t-elle traditionnellement dans la gestion et la protection de nos rivières, de nos cours d'eau, de nos sources d'eau que nous avons chez nous? Alors, on peut mettre cette gestion à deux niveaux. Allons-y. Au niveau du domicile, quand elle préserve l'eau pour venir, elle classe. Il y a l'eau pour faire la cuisine, l'eau pour boire. Généralement, on met avant, c'était dans les canaries, bien protégées, et on déposait juste un petit gobelet où on s'en servait pour pouvoir boire. Au niveau des cours d'eau, alors, les femmes en milieu rural, elles vont en groupe pour chercher l'eau parce que c'est toute une petite organisation. Celles qui vont être à l'intérieur pour puiser l'eau, pour mettre dans les cuvettes. Et en plus, elles vont se charger entre elles. C'est tellement beau quand vous admirez ça. Et ça permet la cohésion. Ça permet aux femmes de parler entre elles. Et quand elles vont pour faire la lessive, pour celles qui sont vraiment bien responsables et bien outillées, elles ne descendent pas dans l'eau pour faire la lessive. Il y a une place qui est réservée et elles puisent l'eau et elles viennent faire la lessive. Et quand elles ont fini de faire tout ça, elles entretiennent le bord de l'eau. Voilà comment les femmes agissent pour préserver l'eau et elles sensibilisent. Parce que quand il y a des hommes, je n'accuse pas tous les hommes, mais certains hommes qui vont pour faire la pêche, qui mettent des produits dans l'eau pour tuer les poissons, les femmes, elles refusent. Elles refusent catégoriquement parce qu'elles savent que ça peut donner des maladies à toute la population. Donc, elles ont l'air beau de les soins. Elles parlent aux hommes, aux jeunes, de prendre soin. Parce que quand l'eau finit, quand les rivières tarissent, elles sont les premières à souffrir parce que ça ajoute encore
des kilomètres pour parcourir, pour aller chercher l'eau. Et quand il n'y a pas l'eau à la maison, on ne demande pas au père, on demande toujours à la mère. Quand vous recevez des invités, moi, je n'ai pas vu le père apporter de l'eau. C'est toujours la femme qui vient servir l'eau aux invités. Donc, quand il n'y a pas l'eau, la femme en souffre terriblement. Donc, c'est vraiment normal qu'elle soit associée à la gestion de l'eau, qu'on écoute ce qu'elle a dit pour préserver nos vies. Parce que si l'eau n'est pas bien entretenue, nous allons vraiment en souffrir dans les ménages. Vous l'avez plus ou moins évoqué dans vos dires il y a quelques instants. On va revenir là-dessus et plus insister sur les dangers principaux qui menacent les rivières et les cours d'eau dans nos régions. Alors, premier danger, le changement climatique. OK. Le changement climatique, les effets du changement climatique. Vous avez tous constaté, nous le constatons, il fait chaud, nous souffrons de cette chaleur. Alors les rivières aussi également en souffrent parce que nos forêts sont en train de partir. Il n'y a plus assez de forêts. Donc vous voyez souvent les berges des cours d'eau tout autour, il n'y a pas de forêt. S'il n'y a pas des arbres pour que les racines stabilisent le sol, pour donner un peu de fraîcheur, alors les rivières vont tarir. Oui. Deuxième, il y a la pollution domestique qui se déverse un peu au niveau de nos cours d'eau. Les villages ou les campements sont devenus un peu peuplés, donc ce qui fait qu'on fait beaucoup de déchets, surtout les sachets, et les gens s'amusent un peu, à déverser ça pas trop loin de nos rivières. Et ça, c'est une grande pollution. Ajoutez à cela l'orpaillage illégal. L'orpaillage illégal, les gens utilisent des cours d'eau pour venir laver les minéraux, donc tous ces sables, ces mercures qui sont dans l'eau, mais bon, ça pollue les poissons. Juste aussi pour dire que pour nous qui aimons manger les poissons d'eau douce, alors faisons très attention parce que je ne sais plus si c'est eau douce ou bien si c'est un peu de mercure dedans, je ne dis pas ça, mais j'attire l'attention des uns et des autres. Et aussi encourager toutes les femmes, quand elles vont pour faire la lessive, qu'elles fassent la lessive juste, pas dans l'eau, mais en dehors de l'eau, qu'elles prélèvent l'eau pour faire la lessive. Si elles veulent laver les marmites, les ustensiles de cuisine, qu'elles le fassent juste à côté. Voilà, il y a beaucoup de braves femmes qui le font, qui suivent cela, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais peut-être qu'elles ne savent pas. Donc, c'est le moment de lancer ce message à toutes ces braves femmes que j'ai saluées, celle de Dimokro, celle de Tumodi Sakasso. Celle que vous rencontrez voilà, celle que je rencontre au quotidien, que j'aime beaucoup, qui me rendent aussi. Vous, les braves femmes, prenez soin des rivières et surtout des puits. Parce qu'on a des puits aussi, elles nettoient tout autour des puits. Il faut fermer les puits pour ne pas que les animaux qui divaguent aussi tombent dans les puits. Et puis, protéger aussi l'entrée des rivières. Parce que souvent, quand les enfants ne vont pas à l'école, les enfants se promènent et il fait chaud. Donc, ils veulent aller nager, or ils ne s'y connaissent pas. Donc ça aussi, c'est un danger. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'aime tellement votre interpellation et votre message que je vais considérer ça comme la conclusion. En tout cas, merci beaucoup, notre très chère Madame Aoussi. Merci d'être en notre compagnie. Vous m'avez fait parvenir, bien sûr, votre biographie. Moi, j'ai envie, bien sûr, de la lire pour toutes les personnes qui sont ici parce qu'il y a ces braves dames-là. Eh bien, Madame Aoussi Delphine, elle est présidente de l'association Malébi, engagée depuis 2008 dans l'intégration des femmes pour la gestion forestière en Côte d'Ivoire. Et il faut le dire, elle est premier prix national d'excellence 2024 du meilleur acteur pour la défense des forêts, de la faune et des ressources en eau. Et bien sûr, voilà, merci beaucoup. Merci. Vous avez un matin bonheur, nous on reçoit des personnalités, c'est important. On a un docteur qui est là, on a Marina Kwaku. Moi je vais vous permettre de vous retirer, mesdames, pour qu'on puisse continuer avec, bien sûr, Sandrine Adon. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Voilà, elles vont se retirer et après ce jingle, nous venons à Sandrine Adon. Merci beaucoup. Merci à toi. Autour de la table, il n'y a pas seulement un repas, mais des histoires, des souvenirs, des sourires. Parce qu'ensemble, tout a plus de sens, le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.
Eh bien, nous sommes dans le mois de la femme. Et bien sûr, dans ce mois de la femme, on continue de parler des affaires de femmes. Voilà. Interpeller les hommes. Non, tout le monde. Ah, enfin. J'ai essayé de... Voilà. Homme avec grand H, bien sûr. Merci, parce que y a des gens qui se permettent de taper sur les hommes parce que, bien dans ce moment, mais c'est interpeller tout le monde. Oui, c'est interpeller tout le monde. Lorsqu'on parle des droits de la femme, c'est interpeller tout le monde. C'est interpeller tout le monde, tous les réfractaires. Voilà. Tous les réfractaires. Oui. Ah oui, ça c'est la juriste qui parle. Féminicide et infraction contre les femmes. Alors moi, avant on continue, pardon, les thèmes de référence. Féminicide. Qu'est-ce qu'on entend par féminicide? Il y a beaucoup de personnes qui le disent, peut-être qu'ils ne savent pas. Oui. Alors, déjà, le féminicide, il faut dire que ce n'est pas encore quelque chose qui est reconnu officiellement dans nos textes, pour que ce soit clair, en Côte d'Ivoire. Donc, si on en parle beaucoup ces derniers temps, c'est justement des plaidoyers que nous faisons pour que, justement, le législateur puisse en tenir compte. Donc, c'est quoi le féminicide? Selon l'ONU, donc c'est le fait de commettre un meurtre sur une personne en fonction de son genre féminin. Donc, c'est le meurtre, en fait, d'une femme, mais qui sera considéré ou bien qui va intervenir à cause de son genre. Donc, ça peut être dans le milieu familial, dans le milieu professionnel ou bien, voilà, dans la sphère, aussi bien dans la sphère privée qu'une sphère publique. Donc, c'est surtout le fait de commettre le meurtre d'une femme. Donc, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a déjà homicide, il y a déjà... Donc, pourquoi parler de féminicide? Mais justement parce que la question du genre va permettre soit d'aggraver la sanction, de sorte à ce que ce soit reconnu comme une infraction type. Donc on a déjà le meurtre, mais on a aussi l'infanticide, on a le parricide, qui sont des infractions bien précises des meurtres, mais portées sur des types de personnes. Par exemple, le parricide, le meurtre des pères et mères ou d'autres ascendants. On a l'infanticide, qui est le fait de donner la mort à un enfant, au nourrisson, dans l'année de sa naissance. Donc, on a ce genre d'éléments-là qui permettent d'aggraver l'infraction de meurtre de départ. Donc, le plaidoyer, c'est de permettre que ce mot-là, ou cette notion-là, devienne une infraction, de sorte à aggraver la sanction. Merci beaucoup. Premier cas, meurtre ou féminicide. Fatou, 34 ans, mère de 2 enfants, vivait dans une relation marquée par des violences conjugales. Un soir, après une dispute, sa tête cogne la table et elle décède. Son compagnon est poursuivi pour homicide volontaire. Ne s'agit-il pas là de féminicide? Alors, comme on le disait tout à l'heure, dans notre code pénal, on a ce qu'on appelle, on l'a déjà répété ici, le principe de l'égalité de la loi pénale. Donc, c'est vrai qu'une infraction, on peut penser au meurtre d'une personne, mais déjà, même la qualification de meurtre, on va y revenir. Mais le fait de donner la mort à quelqu'un, c'est un meurtre. Quand c'est volontaire, c'est là qu'on parle de meurtre. Sinon, ça peut être un homicide. L'homicide, c'est déjà le fait de donner la mort à quelqu'un. C'est l'aspect volontaire qui va faire parler de meurtre. Donc, involontaire, on reste simplement sur l'homicide involontaire. Pour la qualification de meurtre spécifiquement, il faut qu'il y ait la volonté de tuer derrière. Voilà. Donc, ici, dans le féminicide, il faudra qu'il y ait la volonté de tuer une femme. Dans ce cas, on parlera de féminicide si c'est reconnu. Donc, pour l'instant, dans le cas qu'on vient de présenter, on ne peut valablement pas d'abord parler de féminicide parce que dans notre code pénal, on n'a pas encore cette notion-là qui est caractérisée comme une infraction. Donc, on n'utilisera pas légalement le thème de féminicide pour le poursuivre. On peut l'utiliser pour en parler. Par exemple, le procureur ne dira pas « on poursuit M. Tan parce qu'il est accusé de féminicide ». Non. On pourra dire qu'on poursuit M. Tan parce que voilà, il aurait commis soit un homicide involontaire, un homicide volontaire, un meurtre, un assassinat, un empoisonnement, etc. Mais on ne qualifiera pas la situation de féminicide au sens pénal du thème. Donc ici, on va peut-être aller sur le meurtre. Mais dans le cas qu'on nous propose, on nous dit que sa tête a heurté un élément. Si la personne avec qui elle était en train de se bagarrer ou se disputer l'a poussé volontairement dans l'intention de lui donner la mort, on pourra aller sur la qualification de meurtre, donc d'homicide volontaire. Le cas échéant, on restera sur un homicide
involontaire. Bien sûr. Aussi, il y a des témoins pour bien sûr, témoigner de la volonté de vouloir faire du mal. Exactement, mais ça peut venir de l'aveu aussi. Oui. Et puis après, on a notre police scientifique qui est là quand même. On peut avoir des informations. Bien sûr. On a des experts, c'est pas comme à la télévision, mais on a de bons experts on a ici. nos experts. On a de très bons experts ici. On a nos experts à nous. Hein. Pas sur Facebook. Experts Abidjan. Non, pas les experts de Facebook, mais de vrais enquêteurs qui sont à mesure de retracer. Non, ce Facebook-là, ça c'est... Voilà. Marina Kwakou, elle a dit. Hein. Voilà, ceux-là, on les met de côté. Mais on a de vrais enquêteurs. Alors, avec ce que Sandrine Adon est en train de dire, docteur Sandrine Adon est en train de dire, j'ai le sentiment quelque part qu'il y a un abus de l'utilisation du mot féminicide. En fait, ce n'est pas un abus, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est surtout qu'on veut, ou bien, enfin, pour la lutte des droits de la femme, on se rend compte que c'est une situation qui devient récurrente, le meurtre des femmes. Donc, mettre ce sujet sur la table, en parler, emmènera peut-être nos décideurs à mettre ce sujet, à faire des propositions de loi, de sorte à ce que cette situation-là soit reconnue comme une infraction et sanctionnée comme telle. Parce que ce qui se passe pour le moment, c'est qu'on sanctionne, mais on sanctionne en tant que meurtre. Peut-être qu'en définissant cette situation en tant que féminicide dans notre code pénal, il y aura une aggravation de la peine, ce qui va, d'une certaine manière, dissuader ceux qui auront envie de commettre cette infraction-là. Certainement, peut-être le passage à Matin Bonheur sera un pas de plus. On espère, on espère. Coups et blessures volontaires dans le couple. Mariam, 32 ans, est victime de violences physiques répétées de la part de son mari. Un jour, il la frappe. Elle obtient un certificat médical attestant de plusieurs blessures. La famille lui conseille de régler l'affaire en privé pour préserver le mariage. Question, les violences conjugales constituent-elles une infraction pénale pour commencer? Alors, dans l'ensemble, si cette violence-là est caractérisée spécifiquement par une infraction, oui. Parce que quand on dit violence conjugale, on ne va pas retrouver, ça regroupe un ensemble de situations. Les violences conjugales, entre autres les coups et blessures, le meurtre d'une femme de son conjoint, c'est une violence. Le fait d'être indifférent, donc c'est une violence psychologique. Donc, il y en a tout un groupe. Donc, les violences conjugales, à partir du moment où c'est répertorié dans le code pénal, ça devient une infraction. Spécifiquement dans ce cas-là, les coups et blessures volontaires portés sur son conjoint, en l'occurrence sur sa femme, représentent une infraction. OK. Est-ce que la femme elle peut porter plainte contre son mari? Purement et simplement. Ça peut aller très loin? Purement et simplement. OK. Et on conseille même de porter plainte. On parle des femmes, certes, mais si l'inverse se produit aussi, il faut porter plainte. Donc, on a ce droit-là. Donc, c'est une infraction et il faut porter plainte pour pouvoir déclencher l'action publique. Parce que tant qu'on reste chez soi, qu'on ne porte pas plainte, personne ne viendra sanctionner celui qui en est l'auteur. OK. Moi, j'ai une petite question qui me tourne un peu dans la tête. Vu que nous sommes dans une société très africaine, là, on l'a signifié dedans, la famille lui demande de régler cela en privé. On sait ce que c'est. Il faut laisser, c'est ton mari, parce que. Est-ce que s'il y a des témoins, est-ce que ces témoins-là peuvent aller à la place, bien sûr, de cette dame, dire que son mari la bat, ou son mari lui fait ceci ou cela, pour qu'on puisse quand même permettre à cette femme de sortir de cette situation? Alors, ils peuvent dénoncer. Mais ils ne peuvent pas avoir l'initiative de l'action. Donc, ils peuvent dénoncer déjà et le procureur qui a l'information, parce que en matière de coups et blessures volontaires, la poursuite n'est pas subordonnée à la plainte effective de la victime. Il y a des infractions pour lesquelles, pour que le procureur puisse poursuivre, on est obligé d'avoir une plainte spécifique de la victime. Or, dans ces cas de figure en matière de coups et blessures volontaires, c'est vrai que la plainte de la victime, avec le certificat médical, va venir permettre de déterminer la portée de l'infraction. Quel type de sanction il faudra donner. Donc, c'est ce qui est important dans le fait que ce soit elle-même qui porte plainte et surtout qu'elle ait un certificat médical. Mais les autres, les personnes qui ont assisté à cela, elles peuvent dénoncer. Parce que plus tard, on peut peut-être les poursuivre aussi pour non-assistance de personnes en danger. Par exemple? Parce que vous étiez là et puis quelqu'un se faisait battre et vous n'avez rien fait. Donc, on encourage les gens à dénoncer. Il y a une loi qui protège les dénonciateurs.
Donc, les quaquatos juridiques, vous avez le droit de le faire. Personne ne viendra dire devant tout le monde que c'est M. X qui allait dire au procureur. Non, vous avez le droit de dénoncer lorsque vous êtes témoin d'une infraction qui est en train d'être commise. Et au procureur de se saisir de son opportunité qu'il a pour poursuivre l'infraction. Comme quoi, il y a l'anonymat qui est de mise. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, quelles sont les sanctions qui sont prévues par la loi pour coups et blessures? Alors, pour coups et blessures, il y a des niveaux. Allons-y. D'abord, on va aller pour un emprisonnement de 5 à 20 ans. Wow. Lorsque les coups portés, les blessures faites ou les violences exercées sans même intention de donner la mort l'ont occasionné. Ça, par exemple, ça peut se rapprocher de notre premier cas. Oui. On n'avait peut-être pas l'intention de donner la mort, mais on a frappé telle personne et le décès s'en est suivi. Oui. Donc, on peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Pour le deuxième cas, on a 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million lorsque les coups, les blessures ont occasionné une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toute autre infirmité permanente. Dans ce cas-là, on va de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million. Un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs lorsqu'il en résulte une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 10 jours. Donc, si vous avez invalidé quelqu'un pendant plus de 10 jours, oui, vous risquez jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc, ne dites jamais c'est une seule gifle. Si la gifle a vraiment eu une portée de sorte à entraîner une sorte d'ITT de plus de 10 jours, oui, vous risquez 5 ans d'emprisonnement. Et un emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 500 000 lorsqu'il en est résulté une maladie ou une incapacité inférieure à 10 jours. Mais ce qu'il faut préciser, puisqu'on est en train de parler de violence conjugale, c'est que lorsque les coups ont été portés ou ils ont été faits sur la personne d'un père, d'une mère, d'un parent adoptif, du conjoint ou du concubin, les peines sont doublées, par exemple. Il s'agissait de 5 à 20 ans, vous partez à l'emprisonnement à vie. Oui. Si c'était une sanction qui allait jusqu'à 10 ans, vous partez de 5 à 20 ans. Si c'était jusqu'à 5 ans, vous partez de 5 à 10 ans et à 1 an, vous partez jusqu'à 3 ans. Donc, les peines sont doublées ou aggravées certainement lorsqu'il s'agit de ces personnes spécifiques-là. Donc, en l'occurrence, s'il s'agit d'un conjoint, comme c'est le cas ici, oui, cette personne-là, on nous a dit qu'elle a pris un certificat médical. Oui. Si on constate qu'il y a une interruption temporaire de travail qui va au-delà de plus de 10 jours, on voit que le conjoint va risquer jusqu'à 10 ans d'emprisonnement parce que c'est lui qui en est l'auteur. Donc, il y a une certaine aggravation de la peine qui va intervenir. Donc, les sanctions sont graves et il faut donc faire très attention avant de dire « non, je l'ai juste tapé ». Ça n'existe pas devant la loi. Voilà. Avis à tous les hommes qui il faut maîtriser sa colère. Voilà. Sa femme, son enfant, sa fille. Oui. Voilà. Bien. Les violences conjugales, familiales, on tient compte de tout ça. Il y a 20 ans de prison. Voilà, il y a 20 ans de prison. Voilà. Vous êtes là, vous frappez vos femmes, on ne sait pas. Bon, bref, continuons l'émission. D'accord. Aline a 19 ans. Elle tombe enceinte et son copain l'oblige à avorter. Elle interrompt bien sûr la grossesse dans les conditions clandestines auprès d'une personne non qualifiée. Alors, question, est-ce qu'il y a infraction? Mais j'ai une question tout de suite. D'accord. Que dit la loi sur l'avortement? Alors, en principe, oui, c'est interdit. Okay. C'est une infraction. En principe, c'est interdit. En principe, c'est interdit, mais la même loi permet des exceptions pour dire que lorsqu'il y a une interruption volontaire de grossesse, dans ces cas de figure-là, on ne parle pas d'infraction. Seulement, il y a des conditions. Ce n'est pas à vous-même de décider que je rentre dans ce cas de figure-là. Mais on va en parler tranquillement. Donc, oui, quand on dit, par exemple, l'avortement, avec l'article 425, on nous donne la définition. Constitue l'avortement l'emploi d'aliments, breuvage, médicaments, substances, manœuvres, violences ou de tout autre moyen en vue de provoquer l'expulsion prématurée de l'embryon ou du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée, que la femme y ait consenti ou non. Donc, même si vous êtes d'accord, même si c'est une interruption volontaire de grossesse, oui, il y a infraction. OK. D'accord. Et c'est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende allant de 150 000 à 1 million de francs CFA quiconque commet ou tente de commettre l'avortement. Donc, ça veut dire que même la tentative est punissable.
vous avez bu quelque chose et ça n'a pas marché, et quelqu'un est au courant, on peut vous poursuivre pour cela. Là, on a la concernée. On a la personne non qualifiée, peut-être même qualifiée, et on a l'auteur. Oui, ça déjà, c'est le principe, le cadre général. Oui. Ça, c'est l'auteur, donc celui qui commet ou qui tente de commettre. Mais en même temps, la loi va permettre aussi de condamner la personne qui, par exemple, appartient au corps médical. Dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une sorte d'aggravation. On va jusqu'à de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement pour la femme elle-même qui se procure l'avortement. Donc ici, on nous a dit qu'elle est allée voir quelqu'un qui n'est pas qualifié du tout, n'est-ce pas? Oui. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas elle-même qui s'est procurée, c'est quelqu'un qui a pu intervenir. Et si ça avait été elle-même, on serait allé jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour elle. Mais ici, lorsqu'il s'agit de personnes appartenant au corps médical et eux-mêmes, ils se procurent donc les moyens mis en œuvre, on va retourner à l'article précédent pour chercher à savoir ce qui est prévu. Donc, on va aller à l'emprisonnement de 1 à 5 ans pour ces personnels du corps médical. Donc, à côté, on va avoir les personnes qui, on va dire, si l'auteur se livre habituellement à cet acte. Donc, il peut s'agir de personnes non qualifiées, mais on dit que s'il s'agit de quelqu'un qui se livre à cet acte, l'emprisonnement va de 2 à 5 ans. Il n'est pas qualifié, mais s'il se livre habituellement à cet acte, on peut aller sur le fondement de celui qui commet l'avortement. Donc, sa qualité médicale va permettre sa qualité enfin de personnel médical va permettre de le sanctionner. Mais puisque le cadre général nous dit déjà constitue un avortement en nous donnant les définitions et ensuite quiconque commet ou tente de commettre, donc qu'on soit qualifié ou pas, à partir du moment où on commet ou on tente de commettre, on est passible d'une sanction allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Bien sûr. Mais rapidement, pour les conditions dans lesquelles il est possible qu'on ne retienne pas la qualification de l'avortement. Le viol, l'inceste, lorsque la grossesse met en danger la santé mentale ou physique de la mère et lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère. Ce sont ces 4 conditions. Mais, il y a encore un mais. Mais toujours, si c'est le viol et l'inceste, puisque ce sont des infractions, on doit avoir le fait que vous soyez déjà en train de poursuivre l'auteur du viol ou de l'inceste. Donc, si c'est un viol, vous ne pouvez pas simplement aller dire au médecin « on m'a violé ». Vous devez être en train de poursuivre la personne et c'est avec le document de votre plainte que le médecin a le droit de procéder. Sandrine Adon, merci beaucoup. On vient là. On n'oublie pas de rappeler que voilà, on parle des droits de la femme, donc il faut éviter certains comportements. Et je l'ai dit, hein, les hommes qui battent les femmes, là, arrêtez ça. Il y a 20 ans de prison. La femme, c'est la douceur. Hein? Et l'emprisonnement à vie ici, il y a un décès qui survient. Mais oui, il faudrait qu'ils soient comme moi. Hein? Il faut bien prendre les femmes, c'est important. Les femmes, elles sont douces, elles sont belles. Hein? Soyez des angeval. Quelle histoire. Un petit coucou aux filles Gawidi, Angèle Gawidi, Laetitia Gawidi et Edwige Gawidi. Gros bisous à vous. Merci beaucoup, très cher. Merci. Je fais un coucou à Diaby. Hein? Diaby, il est machiniste. Ici, elle a été ici, je passe saluer Diaby au-dessus, foutu. Il ne va pas prendre quelqu'un. Comment? Il est 2 heures du matin. Allez, merci d'avoir suivi Matin Bonheur. On espère que vous avez passé un excellent moment. On va se retrouver demain, mercredi, pour un beau cours de mercredi. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. Au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Le partage est notre spécialité. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.